Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. On se souvient certainement, toutes et tous, de l'annonce de la disparition d'une jeune joggeuse nommée Alexia Daval. Le 28 octobre 2017, les journaux télévisés partagent sa photo avec un avis de recherche pour la retrouver. La jeune femme de 29 ans est partie courir le matin même aux alentours de son domicile à Gré-la-Ville, une petite commune de la Haute-Saône. Alexia avait l'habitude de ce trajet. Plusieurs fois par semaine, elle parcourait une dizaine de kilomètres depuis son domicile jusque dans les petits chemins escarpés des environs. 3 ans après la disparition d'Alexia, son mari, Jonathan, est reconnu coupable de son meurtre et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Dans cet épisode, je reviens sur ce féminicide tragique qui a bouleversé la France entière. Revenons au 28 octobre 2017. Nous sommes samedi, vers 9h du matin, dans une petite commune d'à peine 1000 habitants en Haute-Saône. Gré-la-Ville, c'est un petit village calme, où tout le monde se connaît, qui est situé près de Gré, entre Dijon, Besançon et Vesoul. Il y fait bon vivre et la plupart des habitants sont des familles sans histoire, qui sont installées depuis des années. En cette fin de mois d'octobre, il fait plutôt gris et froid, mais cela n'empêche pas Alexia, qui a 29 ans, d'aller courir comme elle a l'habitude de le faire plusieurs fois par semaine. Elle emprunte les petits chemins de terre qui sont situés autour du village pour compléter une boucle de 10 km environ. Juste avant de partir ce matin-là, elle a envoyé un message à sa sœur, Stéphanie, qu'elle devait rejoindre au domicile de leurs parents pour qu'ils prennent le café tous ensemble. Et sa sœur l'attendait là-bas avec son époux Grégory. Ils attendent 1 heure, 1 heure et demie, mais Alexia n'arrive toujours pas. Au début, ils s'inquiètent pas vraiment, peut-être qu'elle est partie plus tard que prévu, ou alors elle a fait un parcours plus long que d'habitude. Il est même possible qu'elle ait oublié d'aller chez ses parents et qu'elle soit tout simplement rentrée chez elle après son footing. Mais dans la matinée, Jonathan arrive chez ses beaux-parents, assez paniqué. Il leur demande si Alexia se trouve chez eux, mais on lui répond que non. On l'attendait après son message, mais elle n'est jamais arrivée. Là, il dit qu'il est très inquiet. C'est pas normal qu'Alexia soit toujours pas revenue de sa course plusieurs heures après son départ. Alors dans un premier temps, sa belle famille le rassure. Ça ne fait que 2 ou 3 heures que Alexia est partie, elle a pu s'arrêter quelque part, elle est peut-être même rentrée chez elle entre-temps. Jonathan demande alors à son beau-frère Grégory de l'accompagner pour faire un tour du village en voiture. Ils se rendent dans les endroits qu'Alexia a l'habitude de fréquenter, ils retournent au domicile du couple pour voir si jamais elle ne s'y trouve pas. Mais il n'y a aucune trace d'Alexia. Et là vraiment, tout le monde commence à s'inquiéter. Aux alentours de 12h30, Jonathan se rend donc à la gendarmerie de Gré pour signaler la disparition de son épouse Alexia, de son nom de naissance Alexia Fouillot. Malgré le court laps de temps depuis le départ d'Alexia, les gendarmes prennent tout de suite Jonathan au sérieux et ils se lancent à la recherche de la joggeuse. Les gendarmes d'ailleurs sont pas les seuls qui tout de suite commencent à la chercher. Les parents d'Alexia sont très actifs dans la vie de leur commune. Sa mère est conseillère municipale et son père tient le PMU du village de Gré depuis plusieurs années. Ils ont donc l'habitude du contact avec les gens et ils sont connus de tous. Alors quand la disparition d'Alexia est signalée, tout le monde est bouleversé et souhaite apporter son aide. Les gendarmes de leur côté vont poursuivre les recherches jusque tard dans la nuit, mais ce jour-là, ils ne trouvent aucune trace de la joggeuse. Le lendemain, donc le dimanche, les recherches se poursuivent dès la matinée. À l'appel de la famille d'Alexia, les habitants de Gré affluent en masse. Ils fouillent les champs, les bois, les petites ruelles du village. Et comme dans toute disparition, il y a au début plusieurs pistes qui sont envisagées. La première étant la fugue. Alexia a peut-être décidé d'abandonner son mari, sa famille, sa maison. Mais cette piste est rapidement mise de côté. Premièrement, Alexia n'avait aucune raison de disparaître, et puis surtout, elle n'a emporté aucune affaire importante avec elle. Son argent, sa carte bleue, ses documents d'identité sont encore tous au domicile. On envisage également l'accident. Elle a peut-être fait un malaise, une mauvaise chute. Ça pourrait aussi être un accident de la circulation. Elle a peut-être été écrasée par un véhicule et le conducteur s'est enfui sans signaler l'accident.
Et enfin, forcément, la piste la plus tragique est envisagée, celle du scénario criminel. On a connu en France dans les années 2000 et 2010 plusieurs affaires dans lesquelles des joggeuses ont été tuées. Je pense par exemple à Nelly Crémel en 2005, ou encore l'affaire Patricia Bouchon en 2011. En courant, Alexia est peut-être tombée sur un homme qui l'a enlevée et la séquestre quelque part. Et effectivement, le comportement des chiens cynophiles laisse présager le pire, puisqu'ils perdent la trace d'Alexia d'un coup, comme si on l'avait mise de force dans une voiture. Pour mener l'enquête, on s'intéresse aussi à la vie de couple d'Alexia. Elle et Jonathan sont très jeunes, mais ils sont ensemble depuis très longtemps. Ils se sont rencontrés alors que tous les deux étaient adolescents, vers l'âge de 15 ans, lors d'un voyage au ski. Après quelques années ensemble, ils décident de se marier en 2015. D'ailleurs, la mère d'Alexia étant conseillère municipale, c'est elle qui officie le mariage civil. Au retour de leur lune de miel, les parents d'Alexia annoncent aux jeunes époux qu'ils leur font don d'une maison qu'ils possèdent dans la commune de Gré, dans laquelle le couple peut confortablement s'installer. Côté professionnel, après des études en sciences de l'éducation, Alexia est recrutée comme responsable dans une banque. Et Jonathan est informaticien. En apparence donc, c'est un jeune couple, pour lequel tout va bien. Il y a quand même une petite ombre au tableau qui apparaît rapidement. Alexia rêve d'être mère, mais le couple rencontre des difficultés pour procréer. Alexia se confie à ce propos à sa famille et à ses proches, en leur disant à quel point cette situation lui fait du mal. Mais seulement 2 jours plus tard, donc lundi, tout espoir de retrouver Alexia vivante disparaît. Son corps est retrouvé dans le bois de la Vèvre, à 2 km de son domicile. Cette localisation est étrange, puisque ce bois ne se situe pas du tout sur le parcours habituel d'Alexia. Le corps d'Alexia est en partie calciné. Il est grossièrement dissimulé sous des branchages et il est enroulé dans un drap de couleur blanche. En plus, son corps a été mutilé. Par exemple, le pied d'Alexia a été découpé. Après la découverte de son cadavre, sa famille organise un hommage en lançant un appel à une marche blanche le dimanche suivant. Pour la première fois à la télé, on découvre le visage plein de douleur des proches d'Alexia. Ses parents qui se tiennent droit et montrent une force incroyable, et à côté d'eux, on voit l'époux d'Alexia, Jonathan. C'est un jeune homme brun, de petite taille, il fait 1m68, qui ne parvient pas du tout à cacher sa souffrance. Devant les caméras, il pleure, il titube à plusieurs reprises, et ses beaux-parents doivent le soutenir pour éviter qu'il s'effondre par terre. Il prononce un discours et dit à propos d'Alexia « Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. » Côté enquête, les analyses continuent sur le corps d'Alexia. On suppose qu'elle n'a pas été assassinée sur le lieu de découverte du corps. Elle a sûrement été tuée ailleurs, puis son corps a été déposé dans le bois. Concernant la calcination du corps, les experts s'accordent à dire que brûler un corps, c'est très difficile. Il faut des quantités très importantes d'accélérateurs de feu, par exemple du carburant, pour qu'un corps soit entièrement carbonisé. Et en l'espèce, le corps d'Alexia n'a été brûlé qu'en partie. On dirait presque que ça a été fait dans la précipitation et que le dépôt dans ce bois n'a pas été organisé à l'avance. L'autopsie du corps permet aussi de voir qu'Alexia a été frappée et très certainement étranglée à main nue. Le fait que le corps d'Alexia ait été retrouvé enroulé dans un drap blanc est assez important pour les profileurs qui travaillent sur l'enquête. En effet, les psychologues spécialisés en criminologie disent que le fait de dissimuler un corps en l'enroulant dans un drap mène plutôt vers la piste d'un proche. Le meurtrier est incapable d'être mis face à son comportement et il tente d'y échapper en le dissimulant, par exemple avec un drap ou bien en plaçant un vêtement sur le visage de la victime. Donc ces éléments, l'étranglement à main nue et le fait qu'on essaye de dissimuler le cadavre, forcément mettent les enquêteurs sur la piste de quelqu'un qui en voulait personnellement à Alexia, parce que ce mode opératoire y correspond beaucoup plus à une vengeance plutôt qu'au meurtre d'un rôdeur. Forcément, tous les proches d'Alexia sont à ce moment-là interrogés. On enquête auprès de sa famille, de ses amis, de son milieu professionnel, évidemment aussi de son mari. Jonathan est interrogé, mais il a un alibi pour cette matinée-là. Déjà, comme je vous ai dit, il se rend chez sa belle famille, mais en plus, juste avant, il est allé rendre visite à son employeur. Les enquêteurs partent aussi à la recherche d'un éventuel amant, mais ils ne trouvent rien à ce propos. Concernant son passé, c'est pareil, il n'y a rien.
La famille d'Alexia est très appréciée de tout le monde et on ne lui trouve aucun ennemi. Il y a une piste intéressante à un moment, notamment lorsque les enquêteurs s'intéressent au téléphone d'Alexia. Cette dernière, depuis un temps, était victime de harcèlement téléphonique. En remontant ce numéro de téléphone, qui l'appelait, qui lui envoyait des messages, on se rend compte qu'en fait c'est un voisin qui faisait une fixette sur Alexia depuis quelques mois, et il l'a contactée de façon très régulière. Il est convoqué et interrogé par les gendarmes, mais lui aussi il a un alibi pour cette matinée-là. En plus, les enquêteurs estiment qu'il ne présente pas du tout le profil de quelqu'un qui serait capable d'un meurtre. Si vous avez suivi l'affaire, vous le savez déjà. En réalité, tout ce que je vous ai raconté sur la sortie d'Alexia le matin du 28 octobre 2017 est faux. Ça, c'est la version que Jonathan a donnée aux enquêteurs et à sa famille après la découverte du corps d'Alexia. Mais il s'agissait d'une mise en scène que lui avait pensée et manipulée. Ce matin-là, Alexia était déjà morte, tuée des mains de son mari. Ce constat, les enquêteurs y sont arrivés étape par étape, notamment en creusant la vie du couple. Un témoignage très important va parvenir aux enquêteurs de la part des voisins du couple Daval. Et ça, c'est notamment permis par le fait que les gendarmes vont élargir leurs recherches, et ils vont les interroger pas seulement à propos de cette matinée-là, mais aussi sur la veille de la disparition d'Alexia. Donc en janvier 2018, le voisin le plus proche des Daval leur livre un témoignage extrêmement important qui relance toute l'enquête. Dans la nuit du samedi 28 octobre, le voisin, qui était au lit, a entendu un bruit très distinctif. Celui de la plaque d'égout qui est située devant chez lui et qui se déplace légèrement lorsque le véhicule de Jonathan Daval roule dessus. Machinalement, lorsqu'il entend ce bruit cette nuit-là, il a regardé l'heure. Il était 1h30 du matin. Et cette information, par exemple, n'a jamais été partagée par Jonathan lors de ses premières auditions par les gendarmes, puisqu'il leur affirmait qu'il était resté chez lui cette nuit-là avec Alexia. Alors, c'est un mensonge très maladroit, puisque cette information est très facile à vérifier pour les enquêteurs. En effet, le véhicule de fonction de Jonathan, celui qu'il utilise pour se déplacer, il possède un tracker, donc un outil GPS qui enregistre les moments où la voiture est démarrée et où elle se rend, donc tous les trajets qui sont effectués. Et l'indice qui a été partagé par le voisin est confirmé. Dans la nuit du 28 octobre 2017, le véhicule de Jonathan Daval s'est déplacé, et en plus, le lieu vers lequel il s'est rendu laisse présager le pire, puisque le tracker a borné aux alentours du bois où le corps d'Alexia a été découvert. Face à tous ces soupçons qui commencent à peser sur Jonathan, toute sa belle famille, au début, est mobilisée pour le défendre. Eux, ils ne peuvent pas accepter ce scénario. Il est impossible que Jonathan ait pu faire du mal à leur fille. Le couple se portait bien, certes il rencontrait quelques difficultés par moments, mais rien qui pourrait expliquer que Jonathan tue son épouse. Mais ils sont forcés de constater un élément très important. On leur présente le drap dans lequel le corps d'Alexia a été découvert, et ils le reconnaissent. C'est un drap qui vient du domicile du couple. Jonathan Daval est convoqué le 29 janvier 2018 pour un placement en garde à vue. Et lors de son interrogatoire, il nie totalement. Il nie d'ailleurs même le déplacement de son véhicule de fonction dans un premier temps, avant d'admettre qu'il l'a effectivement utilisé cette nuit-là. Les gendarmes le placent aussi devant un autre élément qu'ils ont obtenu. Les traces de pneus qui sont retrouvées à côté du corps calciné d'Alexia correspondent exactement à son véhicule de fonction. Face à tous ces éléments, c'est évidemment impossible pour Jonathan de cacher qu'il est impliqué dans la mort d'Alexia. En tout cas, les enquêteurs sont sûrs qu'il s'est rendu dans le bois où son corps a été retrouvé, dans la nuit du 28 octobre 2017. Ils pensent même avoir découvert le mobile du meurtre. En analysant les téléphones d'Alexia et Jonathan, ils ont réalisé que le bonheur qu'affichait le couple n'était qu'une façade. Depuis plusieurs mois maintenant, Alexia et Jonathan étaient en conflit permanent à propos de l'impossibilité d'avoir un enfant. Ils retrouvent par exemple des SMS dans lesquels Alexia reproche à Jonathan son infertilité, et elle l'accuse aussi de ne pas s'impliquer dans le projet de parentalité. Alexia le vit tellement mal qu'elle en parle à des proches au téléphone. Elle leur raconte à quel point le couple s'est éloigné, à quel point Jonathan est désintéressé des enfants qu'elle souhaite pourtant tellement avoir. Juste avant sa mort, elle suivait un traitement hormonal assez lourd, qui l'obligeait à prendre plusieurs cachets par jour, mais malgré ça, elle n'arrivait pas à tomber enceinte, ce qui l'attristait beaucoup, et ce qui pour elle mettait en péril le couple. Quand les gendarmes suggèrent cela à Jonathan, lui disent qu'il a tué Alexia à cause de la mauvaise ambiance dans le couple, lui il réfute totalement. Il maintient que tout se passait bien entre eux.
Ce premier interrogatoire est alors mis en pause et Jonathan retourne dans la cellule de garde à vue. Et c'est à la 30e heure qu'il va craquer et qu'il dit avoir étranglé Alexia accidentellement après une dispute. Selon lui, depuis son traitement hormonal, elle avait changé de comportement et elle se montrait brutale, voire agressive à son égard. Il évoque même des scènes de violence domestique. Lors des disputes, Alexia l'insultait, le frappait et le rabaissait en lui reprochant ses problèmes d'érection par exemple. Mais l'hypothèse accidentelle, elle ne tient pas, et les gendarmes le savent très bien. Les expertises évoquent une strangulation à main nue pendant plusieurs minutes, ainsi que des coups très violents. Alexia a été brutalement frappée, notamment au visage, juste avant d'être étranglée. Or, Jonathan parle d'une scène peu vraisemblable, dans laquelle il aurait accidentellement causé la mort d'Alexia en s'allongeant sur elle. Aussitôt que cette information est partagée dans les médias, on découvre sur les écrans de nos télés, sur les réseaux sociaux, l'avocat de Jonathan, Maître Schwerdorfer, qui est une personnalité assez clivante. Devant les caméras, il évoque la personnalité écrasante d'Alexia, comme si cela pouvait constituer une justification au féminicide. Le jour de ses aveux, Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre aggravé, sur conjoint et placé en détention provisoire. Au cours de son incarcération, sa stratégie de défense change à plusieurs reprises, jusqu'à à un moment impliquer la belle famille, qui, je le rappelle, l'a soutenu tout au long de l'enquête, en tout cas au début. Il dit au magistrat qu'Alexia aurait été tuée par son beau-frère Grégory, donc le mari de sa sœur. Mais les expertises contredisent cette version des faits, car seul l'ADN de Jonathan a été retrouvé sur le corps d'Alexia. Les vrais aveux, donc ceux qui correspondent le plus aux constatations médicales et aux éléments découverts pendant l'enquête, arrivent après une confrontation entre Jonathan et la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot. Placé face à une photo d'Alexia, Jonathan Daval s'effondre et avoue l'avoir tuée en l'étranglant le soir du 27 octobre 2018. Ce soir-là, il rentrait d'un dîner chez les parents d'Alexia et ils se sont à nouveau disputés. Jonathan, énervé, l'a frappée et l'a étranglée. Il estime à ce moment-là lui avoir porté une dizaine de coups au visage. Pour dissimuler le meurtre, il a décidé de transporter son corps jusqu'au bois, après l'avoir habillé dans une tenue de sport. Comme ça, le matin du 28 octobre 2017, il pouvait prétendre qu'Alexia avait disparu, après être sorti faire son footing. Lors d'une reconstitution qui est organisée en juin 2019, Jonathan avoue également avoir mis le feu au cadavre d'Alexia pour tenter de la faire disparaître. Les expertises psychologiques et psychiatriques qui sont réalisées sur Jonathan Daval permettent de voir un homme en retrait, timide et très immature. Il souffrait également de troubles obsessionnels compulsifs qui portaient essentiellement sur la propreté. Par contre, les experts s'accordent à dire que Jonathan ne souffre d'aucun trouble psychiatrique qui pourrait altérer son discernement. En d'autres termes, il était parfaitement conscient au moment du meurtre et il est donc pleinement responsable. Le procès de Jonathan Daval s'ouvre le 16 novembre 2020 à Vesoul. Il est accusé de meurtre aggravé commis sur son épouse. On parle de meurtre, la préméditation n'est donc finalement pas retenue. Toutefois, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, comme le prévoit l'article 221-4 du Code pénal. Devant la cour d'assises de la Haute-Saône, Jonathan Daval avoue être le seul impliqué dans ce meurtre, et il rejette ainsi ses anciennes accusations à l'encontre de sa belle famille. Tout le procès a été assez théâtral. Un jour, Jonathan est pris d'un malaise. D'autres jours, il se met à genoux pour demander pardon à la famille d'Alexia. Mais finalement, concernant ses aveux, il y a eu peu de rebondissements. Tous les indices qui ont été retrouvés au cours de l'enquête et de l'instruction démontrent clairement la culpabilité de Daval. Sur la même lignée, il reconnaît donc les faits et avoue avoir étranglé Alexia après une dispute. Pendant le procès, toutefois, un élément a longuement été discuté sans qu'une conclusion définitive puisse être donnée. Puisque sur le short d'Alexia, une trace de sperme de Jonathan Daval a été retrouvée. Les avocats des parties civiles ont alors soulevé l'hypothèse d'un viol ante- ou post-mortem. Le ministère public requiert la condamnation de Jonathan Daval pour meurtre aggravé sur conjoint à la réclusion criminelle à perpétuité. Et finalement, le verdict est rendu le 21 novembre 2020. La cour d'assises le reconnaît coupable et le condamne à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, sans prononcer toutefois de peine de sûreté spéciale. Son conseil annonce quelques jours plus tard qu'il refuse de faire appel.
il accepte le verdict qui a été prononcé. Il est ensuite conduit à la prison d'Eisenheim en Alsace, où se trouve une grande partie des condamnés à de très longues peines. Depuis, plusieurs livres ont été publiés à propos de l'affaire, notamment par les parents d'Alexia, ainsi que par l'avocat de Jonathan Daval. Je pense que le plus important dans cette affaire reste de la nommer comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un féminicide commis par un homme sur son épouse. C'est la fin de cet épisode. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. À bientôt!